passons maintenant au secteur de l'enfance et de l'aide à la parentalité. Et je donne la parole à Madame Jacqueline Chevillier pour nous parler de la fixation des tarifs des classes découvertes. Donnez-lui un micro parce qu'elle est un peu malade, elle a une petite voix. La présente délibération. Elle est très malade, là, oui. La présente délibération vous est proposée de la fixation du tarif des classes de découverte. Il s'agit de 2 classes de l'école Veuve et Gantier, une classe de neige au Grand Bornand et une autre classe à Bégorry au Pays Basque, classe de CM2. Vous est demandé d'approuver les tarifs appliqués aux familles en fonction du quotient familial. Qui n'ont pas changé, hein, n'est-ce pas, Jacqueline? Qui sont les mêmes, qui sont les mêmes que ceux que nous avions par le passé. Merci Madame Chevillier. Y a-t-il des questions concernant cette délibération sur les tarifs classes découvertes? Je vais donc aux voix. Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? À l'unanimité, et les enfants vous remercient par avance, ainsi que les enseignants, pour qui c'est un long et lourd travail que d'organiser et d'accompagner quand même sur ces classes découvertes, dont je relève tout de même qu'elles sont moins nombreuses que par le passé. Il ne faudra pas nous interdire de réfléchir et de comprendre aussi pourquoi. Je le dis ici, c'est quand même un lourd travail pour les enseignants que de les organiser. Je vous remercie. Nous passons à présent une demande de financement à la CAF Université de Parents, et c'était Chantal Baudet, et c'est monsieur, excusez-moi, là je enseigne, puisqu'il s'agit un peu d'argent aussi, s'il te plaît, est-ce que tu peux bien rapporter? Donc c'est une demande d'aide financière au fonctionnement de la caisse d'allocation familiale de Seine-et-Marne pour 2013, c'est considérant que l'université des parents a pour objectif d'accompagner les parents et les familles en organisant des rencontres. Donc, considérant que ces actions peuvent bénéficier d'un financement de la CAF dans le cadre du dispositif REAAP, Réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents. Donc on sollicite un montant de 6 000 €. Oui, il s'agit bien d'une participation au fonctionnement de l'université de parents, par rapport au texte de la délibération, une petite imperfection syntaxique que nous ne manquerons pas de corriger. Ça s'appelle le REA. Le REA. Merci monsieur Chalot de cette précision. Y a-t-il des questions concernant cette demande de subvention? Je mets au voie. Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? À l'unanimité, nous vous remercions. Toujours pour M. Malmassari, concernant un remboursement de frais de transport. Je demande frais de transport intervenant à l'université des parents le 5 février 2013. Donc, vu la conférence aimée et sanctionnée qu'elle équilibre ayant eu lieu le 5 février 2013, cinéma de la ferme des Jeux, et organisée par le comité consultatif de l'université des parents, vu la nécessité d'un intervenant pour animer le débat, donc autorise le versement d'une somme forfaitaire de 150 € pour participer aux frais liés de déplacement de monsieur réalisateur du film Amour et Châtiment. Voilà, remboursement de frais pour le réalisateur. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Je mets au voie. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Nous allons maintenant passer à un moment important concernant un point d'information sur l'aménagement du temps scolaire qui fait écho à un précédent débat. Il faut lui rendre justice quand M. Pratola nous avait interpellé pour savoir où nous en étions de cette réflexion. Nous lui avions répondu en son temps que nous ne disposions pas des informations officielles nous permettant de nous prononcer, mais Jacqueline, qui a conduit et initié avec d'autres leur travail, va nous rendre compte et informer le conseil municipal de l'état de l'art en la matière, mais aussi des perspectives d'ici la fin mars. Madame Chevillier. Oui, lors du précédent conseil, effectivement, nous n'étions pas en capacité d'apporter des précisions sur ce sujet. Depuis, les choses ont évolué. Monsieur le maire m'a confié effectivement le suivi de ce dossier. Alors, le décret sur la modification des rythmes scolaires a été adopté le 24 janvier dernier. C'est un décret qui s'inscrit effectivement dans le débat sur la refondation de l'école. Je crois que tout le monde unanimement s'accorde pour constater que la concentration des enseignements sur 4 jours sont totalement inadaptés pour l'apprentissage du savoir. Et il est constaté depuis un certain temps que de plus en plus d'enfants sont en grande difficulté scolaire. Dès lors, il est apparu nécessaire au pouvoir public d'envisager une modification des rythmes scolaires
d'une part pour alléger la journée d'école, favoriser les apprentissages et permettre aux enfants de s'épanouir en réalisant d'autres activités sous la responsabilité des municipalités. Il est donc prévu dans ce décret que la semaine se déroulera sur 24 heures, soit 9 demi-journées et demie, le mercredi étant prioritaire et le samedi pouvant être retenu dans certains cas sur dérogation. Alors la journée scolaire sera de 5h30 maximum et la demi-journée de 3h30 maximum, avec une pause méridienne de 1h30 au minimum. Alors à côté des enseignements vont subsister, outre les activités municipales, des activités qualifiées d'activités pédagogiques complémentaires qui se substituent à l'aide personnalisée qui existait précédemment. Donc avec l'accord des parents, les enseignants établiront la liste des enfants qui sont en difficulté et qui vont bénéficier de cette aide qui est à l'heure actuelle fixée à 1 heure par semaine. La réforme invite également les collectivités à élaborer un projet éducatif territorial qui s'inscrit un peu dans la veine des projets éducatifs locaux, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une cohérence globale des actions autour de l'école. Alors la mise en œuvre de cette réforme s'accompagne aussi d'un assouplissement des encadrements, puisque là où il était précédemment prévu un encadrant pour 10 enfants à l'école maternelle, il y aura un encadrant pour 14 enfants, et là où était prévu un encadrant pour 14 en élémentaire, il y aura un encadrant pour 18 enfants. L'entrée en vigueur du décret est prévue à la rentrée 2013, avec un report possible en 2014, les choix des municipalités étant attendus pour le 31 mars. Au départ, il était prévu le 1er mars, mais ça a été jugé un peu court, donc ça a été prolongé d'1 mois. Alors pour les communes qui passeraient en 2013, une aide est prévue de 50 € par enfant. En l'état actuel des choses, on peut considérer que cette réforme apparaît incontournable pour le bien-être des enfants. Elle est en quelque sorte une chance, je pourrais dire, une opportunité d'optimiser toutes les actions que l'on a entreprises vis-à-vis des enfants, notamment dans le cadre de la commune. Nous avons donc engagé d'ores et déjà une réflexion avec les services dans la perspective de développer des activités. Il ne s'agit bien sûr pas d'assurer de la garderie, mais d'assurer effectivement, de proposer effectivement des activités qui permettraient, comme le dit le texte, aux enfants de s'épanouir. Donc ça peut être de la lecture, du sport, la découverte du théâtre, que sais-je encore. Nous recensons également nos moyens humains disponibles, de manière à mettre en perspective les moyens et les objectifs pour atténuer nos coûts. Et nous allons poursuivre surtout une grande concertation avec toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les parents, les enseignants, les directeurs d'école, les syndicats, dans le souci d'une organisation cohérente pour le plus grand bien-être des enfants et pour pouvoir être en capacité de nous positionner pour le 31 mars prochain. Parfait. C'était parfait. Merci pour ce point d'information, Mme Chevalier. Est-ce qu'il y a des questions ou des interpellations, des remarques? M. Patola, vous voulez dire un mot? Est-ce que vous avez déjà envisagé une position à tenir? Est-ce que vous voulez rentrer pour 2013 ou pour 2014? Non, c'est ce que vous avez dit. Pardon, si je peux me permettre, c'est ce que vous avez dit, Mme Chevalier. Très sincèrement, nous n'avons pas arrêté de position. Et c'est vrai que le délai supplémentaire nous est apparu comme le bienvenu, puisque après que nous avons découvert le texte, commencé à nous pencher sur l'ensemble des incidences et sur les moyens mobilisés, nous allons maintenant aller à l'écoute, voilà, de l'ensemble des parties prenantes, même si ce travail a débuté, hein, il a commencé, et c'est à la lumière, vous serez associés, vous serez informés et associés notamment sur la réunion publique, que nous organiserons à la fin mars. Nous allons rencontrer les organisations syndicales, les directeurs, les enseignants, nous allons rencontrer les parents d'élèves pour leur dire ce que nous avons nous compris du texte, enfin compris que le texte est assez explicite, et recueillir les opinions de l'ensemble des parties prenantes. Et c'est au 31 mars que nous prononcerons. Vraiment, nous n'avons pas pour l'heure arrêté de position en la matière. Est-ce qu'il y a d'autres
remarques ou questions concernant, puisque c'était un point d'information. De toute façon, nous aurons l'occasion d'y revenir ici en conseil municipal. Merci, Madame Cheville. Alors, nous passons maintenant à la modification. Excusez-moi. Modification du règlement des structures d'accueil de la maison de l'enfant. Et je donne la parole à Madame Langeville. Alors, au vu des observations de la CAF, nous devons revoir 2 points sur le règlement intérieur. Tout d'abord, modifier le taux d'effort qui détermine les tarifs horaires, à savoir pour les familles de 3 enfants, le taux d'effort est arrondi à 0,04 au lieu de 0,038. Pour les familles de 4 enfants, le taux d'effort est arrondi à 0,03 au lieu de 0,033. Et le tarif préférentiel appliqué aux familles de 3 enfants dont 2 fréquentent l'établissement, le taux d'effort était de 0,05 au lieu de 0,04. D'autre part, il nous a été conseillé de supprimer la pénalité mise en place par demi-heure de dépassement horaire. Et par ailleurs, les planchers et plafonds ont été modifiés comme suit. Le plancher mensuel est de 608,88 € au lieu de 598,42 pour les jeunes. Le plafond mensuel pour 2013 est de 4722,11 € au lieu de 4624,99 €. Le gestionnaire étant libre de dépasser le plafond, il est proposé de maintenir celui que nous avons déterminé, soit 5335,71 € mensuel. Il vous est proposé d'approuver ces ajustements et de maintenir le plafond. Y a-t-il des questions concernant ces modifications au règlement? Monsieur Franzi, vous avez la parole. Je vais faire sans micro, monsieur le maire. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi la CAF demande de supprimer la pénalité? Parce que c'est pas légal. Donc, dans la mesure où c'est pas légal, est-ce que vous rembourserez les parents qui ont été assujettis à la pénalité? Il n'y a jamais eu de pénalité. Alors, c'est très bien. C'était dissuasif. Certains auraient pu être pénalisés, mais dans la grande mansuétude que l'on connaît à Madame Dallongeville, elle n'a pas frappé. Y a-t-il d'autres questions concernant cette délibération? Je mets au voix. Madame Dallongeville, y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Aussi pour les deux, hein, c'est ça, non? Voilà. Enfin, j'aurais dû formellement vous faire voter sur les deux, donc je remets voix sur la deuxième. Je ne vais pas dire de bêtises concernant l'annexe 3 et l'annexe 2. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Passons maintenant au chapitre concernant le personnel qui a animé nos débats, et de dire que vous avez pour partie, monsieur Pratola, le tableau des effectifs que vous aurez certainement lu, avec les grades et le niveau d'encadrement, mais je donne la parole à monsieur Olivier Jacob. L'évolution du cadre. L'évolution. L'évolution de carrière de certains agents de la collectivité nécessite d'ajuster en conséquence le tableau des effectifs qu'il vous est proposé d'approuver. Efficacité légendaire de M. Jacob. Y a-t-il des questions concernant ces modifications de la répartition des agents par filière? Il n'y en a pas, je vous remercie. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Il y a 4 abstentions. 4 abstentions. 4. Non, je le dis pour notre secrétaire de séance, donc 4 abstentions. C'est bon. Adopté, je vous remercie. Toujours pour M. Olivier Jacob. Tout aussi efficace. Rémunération et vacation du psychologue. Je l'écoute. Depuis
plusieurs années, la ville de Volpénil, dans le cadre de l'université des parents et du soutien qu'elle apporte aux familles, propose à titre gracieux les services d'une psychologue qui reçoit les parents le mardi soir hors vacances scolaires. Il vous est proposé de fixer son activité en 2013 à 36 vacations de 3 heures et rémunération à 25,5 € brut de l'heure. Y a-t-il des questions concernant cette proposition? Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Toujours pour M. Jacob, donc les créations de postes pour des besoins saisonniers, s'il vous plaît. Il vous est proposé de renforcer les services qui accueilleront les jeunes pénivauxois durant les prochaines vacances de printemps, en créant temporairement un poste au service enfance et 2 postes au service jeunesse. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Je mets aux voix. Y a-t-il des voix... Il y avait une question, pardon? Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Toujours Monsieur Jacob, si je ne m'abuse, rémunération accessoire pour l'école de musique. Il vous est proposé de modifier la rémunération accessoire de l'enseignant du conservatoire de musique, employé en tant que coordinateur dans le cadre de la convention tripartite signée par les maires de Volpénil, Melun et Lemay. Comme précisé dans la délibération, cette rémunération sera proportionnelle aux 9h30 de travail effectué mensuellement par cet enseignant. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Et enfin, dernière délibération concernant le personnel sur la rémunération et vacation d'agents d'encadrement dans le restaurant scolaire. Afin de faire face à l'accroissement temporaire d'activité dans les services de restauration scolaire et d'accueil périscolaire, il vous est proposé de créer, à compter du 1er mars 2013, un emploi non permanent aux conditions détaillées dans la délibération. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Nous passons à présent au secteur de l'urbanisme, des travaux et marchés publics, pour un débat sur le fameux PADD. Et écoutons avec attention Henri, parce que c'est quand même un dossier très important. Il y a eu une réunion il y a combien de temps, Henri? C'était il y a un peu plus d'1 mois, la réunion publique. Et donc, oui, je finis juste ma phrase et je vous donne la parole, M. Fratola. Donc, M. Mérignac, mais avant nous allons poser la parole à M. Fratola, va nous présenter les orientations qui ont été retenues au plan d'aménagement et de développement durable. Vous avez la parole, M. Fratola. Il me semble qu'on oublie une délibération. Ah, merci, c'est bienveillant de remarque, M. Fratola. Je ne comprends rien, mais non, j'avais dit ça, sauf sur l'intergénérationnel. Eh bien, je vais vous faire une confession, M. Pratola, je n'ai pas de numéro 20. C'est grave. Parce que j'avais la 19 sur l'encadrement des restaurants scolaires. création de postes personnels. Monsieur Pratola, merci. Eh bien, Olivier. Alors, La 19 dont on n'a pas parlé. non. Excusez-moi. Allez, on reprend nos esprits. Tout va bien. Nous avons voté la délibération numéro 19 qui a fait l'unanimité autour de la rémunération à vacation d'agents d'encadrement dans les restaurants scolaires. C'est chose faite. Désormais, nous passons à la 20 que j'avais promise et qui concerne une création de poste. Et je vous invite, M. Jacob, à lire les 3 dernières lignes concernant donc la création de ce poste. Toujours dans la restauration scolaire et accueil périscolaire. Considérant la nécessité au service de restauration scolaire et d'accueil périscolaire, ainsi qu'il suit la création à compter du 1er mars 2013 d'un emploi non permanent de 12 mois pouvant être occupé par un contractuel pour un temps estimé à 40% du temps plein, rémunéré sur la base de l'indice majoré 3
2018 à laquelle s'ajoute 10% au titre des congés payés. Voilà, rectification faite, et je vous renouvelle mes excuses. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Monsieur Pratola, vous avez la parole. Je sentais bien que sur la fin, vous aviez un truc. Je vous en prie, monsieur Pratola. Si on veut bien redonner le micro à monsieur Pratola. Nous voulions juste savoir pourquoi 12 mois. Alors, bonne question. Accroissement temporaire. Si vous permettez, je donne la parole au directeur général pour répondre, car là je suis incapable de vous répondre. Monsieur le directeur général, exceptionnellement, vous avez la parole. Normalement, les contractuels n'existent pas. Les emplois, c'est des emplois permanents. À titre dérogatoire, pour répondre à des besoins saisonniers ou occasionnels, on peut créer des emplois de contractuels d'une durée de 12 mois. Ça ne veut pas dire que le contrat va être passé pour 12 mois. Le contrat va être passé en l'espèce jusqu'en septembre, puisque c'est pour un remplacement provisoire de quelqu'un qui a un congé formation. Mais le poste créé de contractuel, il est de 12 mois. Voilà. C'est l'article 3.2 de la loi janvier 1984 modifiée. Respect. Et en plus, vous devez vérifier en général lorsqu'il s'exprime, c'est juste. Est-ce que nous avons répondu à votre question, M. Pratola? Oui. Merci beaucoup. Donc je mets aux voix, cette fois-ci, y a-t-il des voix contre? Les abstentions à l'unanimité. Et je cède enfin la parole à notre ami Henri Mérignac. Je vous demande encore, même si l'heure avance, d'être attentif à ce qui va nous faire partager sur l'avenir de notre pays. Alors, la loi Solidarité et Renouvellement Urbain fait obligation au conseil municipal de débattre sur le plan d'aménagement et le plan de PADD. Je finis par plus trop savoir qu'est-ce que ça veut dire à force de l'employer. C'est le plan d'aménagement et de développement durable. Donc, c'est une obligation légale. C'est pourquoi, au niveau de l'exposé, au niveau de la délibération, il y a une petite modification afin que cet aspect-là soit bien clair. Ce qui est proposé ce soir, c'est en fin de compte de prendre acte d'un débat sur le plan d'aménagement et de développement durable. Il n'est pas question d'arrêter quoi que ce soit, c'est simplement un débat et il s'agit simplement d'en prendre acte. Alors ce débat vient après de nombreuses allées et venues permettant la concertation qui est la caractéristique du plan local d'urbanisme, de façon à partir des orientations, permettre de matérialiser ces orientations à travers un schéma qui caractérise le plan d'aménagement et de développement durable. Donc ce schéma, vous le voyez là, on en a discuté à travers des réunions publiques, à travers des réunions des personnes associées, c'est-à-dire les associations, la préfecture, la communauté d'agglomération et d'autres personnes institutionnelles. Donc, après ces différents allées et venues concernant la concertation, il a été élaboré un document que vous avez reçu et qui a été mis en ligne sur le site de la ville et qui matérialise, synthétise et explicite en même temps les différentes orientations qui ont été retenues en l'état. Je dis en l'état puisque ce document peut être modifié en fonction de la suite de l'élaboration du plan local d'urbanisme. La suite de l'élaboration du plan local d'urbanisme, c'est à partir du débat issu de la présentation ce soir, de passer à une phase de réglementation. Et cette phase de réglementation va traduire ce qu'actuellement on peut voir sous la forme d'orientation. Cette réglementation aura elle-même un débat public, une réunion avec les personnes associées, et l'ensemble du plan local d'urbanisme sera soumis à enquête publique.
Donc, ce que vous voulez proposer ce soir, c'est simplement de débattre de l'état actuel du projet d'aménagement et développement durable. Et alors, je vais juste résumer, parce que là aussi, comme vous pouvez le voir, c'est la synthèse de dizaines d'heures de travail, aussi bien avec les élus, avec le service, disons le cabinet de conseil qui s'est occupé, l'Urba Conseil qui s'est occupé de conduire avec nous l'élaboration du plan local d'urbanisme. Et il n'est pas question donc de détailler outre mesure tout ce que ça représente, mais de vous faire part simplement des grandes orientations qui ont permis d'aboutir à ce schéma. Alors, les quelques grandes lignes qui nous ont guidés, ça a été de pouvoir trouver à la ville des limites fixes, stables, relativement naturelles et fonctionnelles. Donc, ces limites, ce sont, comme vous pouvez le voir, des limites au niveau oriental, au niveau de la zone agricole, au niveau de la zone d'activité au nord, au niveau de la Seine, donc à l'ouest, et au sud, au niveau des zones de livraison. Donc tout le travail a consisté à avoir une réflexion sur ces limites, comment leur donner d'une part une stabilité, comment les matérialiser, les rendre visibles, et comment d'autre part assurer leur fonctionnalité. Vous retrouverez dans les différents chapitres le résultat de ces réflexions. Un autre aspect très important concerne la démographie. Monsieur le maire, vous en avez parlé lors d'un conseil municipal assez longuement. Et ce qui est le résultat de l'étude et de la réflexion, c'est comment, à l'intérieur de limites qu'on aura déterminées, assurer un développement harmonieux du bâti, du construit, de façon à assurer la pérennité du nombre de pénivauxois, du nombre de la population, qui tourne autour de 12 000. Comment, dans les années à venir, peut-on développer, densifier le bâti à l'intérieur de limites qu'on aura fixées, de manière à ce que on réponde à ce que les urbanistes ont décrit plusieurs fois, la notion de desserrement, c'est-à-dire que pour avoir un nombre d'habitants relativement constant, il faut quand même construire. Et il faut que se développe une certaine densification. Donc cet aspect-là a été un des centres de la réflexion aussi du plan local d'urbanisme, et trouvera sa résonance dans les notions de réglementation, qu'est-ce qu'on peut construire, comment peut-on construire, suivant les quartiers, suivant le centre-ville, etc. Et là, on retrouve la réflexion qui concerne les pôles d'activité et le centre-ville. Tous ces enjeux sont matérialisés au niveau du droit. Donc, principalement, les limites de la ville, la densification, le maintien de la démographie, l'aménagement harmonieux d'une densification mesurée. Tous ces aspects-là ont été la ligne directrice qui nous ont conduit à ces réflexions, qui ont tenté d'intégrer les remarques qui ont été faites aussi bien au niveau des personnes associées, au niveau des réunions publiques et aussi au niveau des comités consultatifs. Donc, ce que je vous propose, c'est d'en débattre comme il vous convient. Excusez-moi. Merci, monsieur Mérignac. Je rappelle que ces documents sont accessibles sur le net pour nos concitoyens qui souhaiteraient y accéder. Depuis longtemps, déjà avant la deuxième réunion publique. Absolument, donc c'est pour celles et ceux qui voudraient, au-delà de cette présentation synthétique, se plonger dans le dossier. Il y a plusieurs réunions publiques et l'ensemble des élus en ont disposé. Donc, après les propos liminaires et l'introduction de M. Mérignac, y a-t-il des questions concernant le PADD? M. Pratola, vous avez la parole. Nous voudrions juste savoir le SDRIF
Vous parlez du SDRIF, il y a 4 pastilles, mais elles sont où sur le plan? Alors, ce plan n'est pas le schéma le SDRIF, c'est le schéma directeur de France. Ce plan ne reflète pas, ce n'est pas celui du DRIF, et il ne reflète pas les dispositions que celui-ci rend obligatoires aux communes. Les pastilles du SDRIF auxquelles vous faites allusion matérialisent l'obligation faite à notre commune d'urbaniser la frange orientale. Hein, je suppose que c'est à ça que vous faites allusion. Si vous pouvez nous faire voir, c'est possible, monsieur le maire. Oui, non, les pastilles du SDRIF s'étalent en gros de la Buissonnière jusqu'à la départementale, en haut, englobant le Clos Saint-Martin et remontant, s'arrêtant à la départementale. Au-delà nord-est, toute la partie au-delà du chemin qui englobe la ferme du Germenois, voilà, jusque la Buissonnière et les bois de Livry, on peut dire. Voilà. Alors, en ce qui concerne ces pastilles, donc ces indications du schéma directeur, le plan local d'urbanisme doit être compatible avec ces directives. Nous avons vu plusieurs fois la direction départementale des territoires, de façon à savoir où commençaient et où finissaient ces pastilles, ce qui n'est difficilement observable sur des plans qui sont très peu précis. Finalement, après discussion, donc la limite réelle part de la Buissonnière jusqu'à la départementale du Haut, en ayant comme limite le chemin des Meuniers. C'est pourquoi le chemin des Meuniers constitue une limite très importante pour la ville, limite qui actuellement n'est pas aménagée, mais que le plan d'aménagement et de développement durable propose d'aménager au sens où lui donner la forme d'un véritable front urbain. Alors, il y a des différentes versions du schéma directeur de l'Île-de-France. Je ne vais pas vous les donner toutes parce que c'est assez... Entre le 94 et 2008, celui qui a été arrêté, mais non encore fixé tout récemment, c'est assez compliqué. Simplement, il est évident que le chemin des Meuniers constitue la limite orientale naturelle de la ville et qu'il conviendra de l'aménager de façon à avoir un front urbain qui soit digne de ce nom, puisque actuellement on a finalement des maisons qui s'arrêtent de manière assez abrupte sur une zone agricole et qui constituent tout sauf véritablement quelque chose d'aménagé. Alors, c'est un aspect très important, sans compter que de l'autre côté, au niveau agricole, on a là un corridor écologique qui va du buisson de Massouris jusqu'à Volbicon. C'est un grand axe qu'il convient de préserver. Et alors, je vous rappelle que le plan local d'urbanisme doit être conforme au Grenelle 2 et particulièrement attentif à tout ce qui concerne les limites écologiques et en particulier les corridors écologiques. Donc il conviendra de tenir compte de ça et de faire un aménagement particulièrement intéressant au point de vue paysager à faire, de façon à matérialiser cette limite. Ceci dit, au niveau des pastilles du Nord, nous avons souhaité, la commune, la réflexion du plan local d'urbanisme, a souhaité conserver et protéger la ferme du Germenois et conserver les terres agricoles autour, ce qui n'était pas dans le projet du schéma directeur d'Île-de-France. Donc il a fallu un peu marchander, si on peut dire, de façon à préserver la ferme du Germenois et les terres agricoles qui sont autour du Germenois, en échange, si on peut dire, d'une relative densification intérieure et de la définition de zones mutantes, si on peut dire, c'est-à-dire ce qu'on trouve en grisé à cet endroit-là, c'est-à-dire des zones qui peuvent être réaménagées en vue, là aussi, soit de redonner
des limites naturelles à la ville, en particulier au niveau de la zone d'activité, soit d'une légère densification. Merci Henri. Y a-t-il d'autres... Pierre Carassus. Oui. Au niveau de l'ancien street, au-delà du chemin des Meuniers, comme tu le sais, Henri, il y avait, c'était des pyjamas, une obligation qu'on n'a jamais prise en compte de construire normalement. Là, le SDRIP a changé d'approche et maintenant on n'a plus de configuration des droits à construire à travers des graphiques bien précis, ce sont des pastilles comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc moi j'ai dit à Henri qu'en tant que président du SMEP, dans le cadre de la révision du SDRIP qui a lieu en ce moment, il va y avoir l'enquête publique, et il a un peu anticipé puisqu'il a obtenu de la DDE, enfin DDE, comment on appelle ça maintenant, de la DDT, de ne pas en tenir compte, d'essayer de les enlever, ces fameuses pastilles. Parce qu'effectivement, je ne vois pas pourquoi on irait construire sur le terrain agricole. Hein, c'est ce que tu disais à l'instant. Voilà. Donc, ces pastilles, on va essayer de les avaler. Et je le dis ici, fidèlement à ce que dit Henri, au-delà de les avaler, plus que de les préserver, nous ne céderons pas, nous sanctuariserons. Voilà, ces terres agricoles. C'est ça le seul sujet qui est au débat. Et par rapport aux zones de densification en cœur de ville, j'ai bon espoir que nous aboutissions. En tout cas, s'il fallait mener cette bataille, mais je doute que nous ayons à la mener, nous la mènerons. Voilà, concernant la préservation, et je dis bien la sanctuarisation de cette partie du territoire. Voilà, conformément aux engagements et à l'unanimité autour de cette question et du devenir de notre commune. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant ces orientations? Non? Eh bien, il nous appartient de voter, je crois. Ah, nous prenons acte. Merci. Voilà. Ah, excusez-moi, monsieur Pratola, vous avez la parole. Je pense que vous avez allé si vite. On peut rentrer dans le détail un petit peu? Oui, parce que quand on a eu la réunion publique, c'est vrai que je ne vous avais pas entendu, vous n'aviez posé aucune question, mais je savais que vous alliez lire un document pour venir jusqu'au conseil municipal. Vous avez la parole. On voudrait avoir un petit peu d'explication sur ce qu'on appelle sur la densification, là, sur la partie qui est en forme de croissant, on va dire ça. Qu'est-ce que vous appelez l'histoire des dents creuses? Les dents creuses. Oui. C'est le terme utilisé, non? Ça tombe bien. Je vais en parler métaphoriquement. Ce que les urbanistes appellent une dent creuse, en fin de compte, c'est une partie mortifiée au sein d'un alignement de maison ou d'un terrain et constitue un laissé de côté, quoi. Donc les urbanistes à ce moment-là pensent intégrer ce qu'ils appellent ces dents creuses, harmoniser ces dents creuses avec le reste de la morphologie au niveau urbain, de la physionomie urbaine. Au niveau de la densification et de la banane qu'on voit qui correspond au centre-ville, les urbanistes, comme vous avez pu, comme ils ont pu l'exposer lors de la réunion publique, ont perçu cette banane comme l'axe historique de la ville, et en ce sens ils ont retrouvé ce qu'avait décrit Ozone dans son étude, et ils ont pensé et suggéré que la densification, somme toute modérée, la densification possible, ce centre, si vous voulez, matérialise cet axe historique. Donc,
Le rond rouge traduit le centre défini par exemple par l'étude de la petite boucle, qu'on retrouve dans la petite boucle, et qui a tenu compte de ces orientations. Et la partie marron présente une possibilité de densification relative dans la mesure où on peut considérer que ça fait partie d'un centre-ville historique. Ça vous va? C'est bien le docteur qui parle. Là, ça fait 2 fois qu'on vous fait l'explication, parce qu'à la réunion publique, les dents creuses ont fait l'objet, mais sans réponse du chirurgien dentiste. Donc ceux qui n'auraient pas compris ce qui avait eu notre hilarité, c'est que Henri Contant est un excellent élu, est un non prestigieux chirurgien dentiste. Mais dites-nous si ce n'est pas encore clair, est-ce que c'est la dent creuse qui vous étonne ou plutôt la banane ou le haricot? Je préfère entendre 2 fois, puisque comme je comprends grand-chose ce soir, la vertu de la réponse. Je préfère reposer la question. Non, vous savez ce que c'est clair. Non mais pardon, non mais si ce n'est pas clair, non, mais je le dis avec beaucoup de... Voilà. S'il faut réexpliquer, on réexpliquera. C'est une seconde sur un autre sujet. Je vous en prie, vous avez la parole. C'est sur les orientations générales arrêtées en matière de déplacement et de transport. L'amélioration des liaisons entre les différents quartiers. Alors nous avons été interpellés par le 3e point, pardon, sur 4. Vous êtes à quelle page, s'il vous plaît? Page 18. Je vous en prie. Qui dit ouvrir une passerelle entre la promenade de Vaux et le faubourg Saint-Ambroise de Melun, dans le prolongement de la côte Saint-Gemme à Vaux et de l'avenue de la 7e division blindée américaine à Melun. Je pense comprendre, pour une fois, mais je voudrais avoir un peu plus d'explications. Et qu'avez-vous compris, monsieur Pratola, puisque vous pensez comprendre? Je préfère vous expliquer, je comprendrai mieux. Là, vous nous mettez en appétit. Monsieur Mérignac, puisqu'il ne veut, monsieur Pratola ne veut pas partager ses pensées intimes. Alors, lors de la réunion des personnes associées, la communauté d'agglomération, en se représentant de monsieur Gasnos d'ailleurs, a demandé à ce qu'on évoque le passage de la Seine. Le passage de la Seine, en particulier au niveau d'un pont, qui est un projet déjà très ancien, et dont l'emplacement n'est pas spécifié. Donc, on lui a dit que finalement c'était assez difficile de mettre dans le plan local d'urbanisme l'arrivée d'un pont sans savoir où est-ce qu'il arrivait. On était amené à ce moment-là à parler de passerelle. C'est vrai que c'est aussi un projet qui a plus ou moins été avancé sans se matérialiser vraiment, qui a été posé une fois au Pétou Diable, sur le pont du Pétou Diable, un petit peu ailleurs, et notre urbaniste qui étudie très sérieusement la topographie l'a situé de manière, j'ose pas dire approximative parce que c'est très précis, l'a situé à cet endroit-là. Il est évident que ce sont des indications de position. Ce n'est pas une topographie certaine. Alors, monsieur, alors, permettez que je donne la parole à monsieur Carassus et je vous donne la parole à monsieur Pratola. Donc actuellement, on a une réunion à la communauté mercredi. C'est l'EPA qui est maître d'ouvrage, qui est avec les bureaux d'études. Il y a une étude donc, qui est lancée au niveau de la communauté sur les deux possibilités de pont. Un du côté de Volpénine pour se rendre si possible directement à la gare, et l'autre du côté de Savigny, Boissy-le-Roi, et qui a fait l'objet d'une mise au point par rapport à un oubli au niveau du SDRIF. On peut croire que c'est un oubli. Ces deux ponts, c'est la volonté de fluidifier de façon interne la circulation au niveau de l'agglomération. Notamment Joseph Millard, mais d'autres. Il ne faut pas que ça soit forcément du transit, mais par exemple nos collègues de Melun, j'en ai parlé à plusieurs reprises avec Gérard Millet, sont très attentifs à ce que le débouché au niveau de la gare ne permette pas ou ne soit
qu'il n'y ait pas un transit facile pour rejoindre l'avenue Thiers, parce qu'ils veulent qu'effectivement ça soit la desserte de la gare et pas plus. Bon, on n'interdira pas, je ne sais pas comment. C'est tout cela qui est en étude actuellement et qu'on essaye de conclure par des propositions concrètes, mais ça va demander encore un certain temps. Alors, les urbanistes qui travaillent avec notre ami Henri ont leur propre idée. On verra si elles coïncident avec les nôtres. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas votre pays qui construira le pont tout seul. Même si nos urbanistes ont des propositions. Monsieur Pratola, vous avez la parole. Il nous avait semblé que c'était une orientation politique. Du moment que nous l'écrivons dans un document présenté par vous, on va dire ça comme ça, pour le plus, c'est-à-dire qu'on met le doigt dans une chose où on va avoir du mal à le retirer. Nous pensons que l'endroit est déjà n'est pas approprié du tout. Hein. C'est la seule entrée de Volpénil qui a du caractère, qui a du chien. Enfin bon, c'est vraiment mettre une passerelle là et après laisser entendre qu'on peut faire un quatrième pont là. Je pense que si on le retire du document, c'est pas un mal. Non, mais, moi je crois qu'il faut qu'il y ait une intention, mais il faut pas on n'est pas en capacité aujourd'hui de dire où il sera. D'abord, sachez, vous le savez pertinemment, que du côté du Pétodiable, on a une difficulté, on en a délibéré tout au dernier conseil, sur le périmètre de sécurité lié au dépôt d'hydrocarbures. Bon, il semble que ce périmètre va être restreint, mais ce n'est pas encore acquis, parce qu'il y a toujours des dépôts d'engrais liquides, même s'il n'y a plus tout le fuel qu'il y avait précédemment. Bon, donc c'est délicat de dire où on va le mettre, c'est à cela qu'on travaille au niveau de la communauté, et c'est vrai que ce n'est pas de la responsabilité directe de la ville de Volpénil. Bon, nos architectes ou nos urbanistes, pardon, plutôt, se sont fait plaisir, ils ont dit là. Moi je crois qu'il faut considérer qu'on va mettre une flèche, et puis voilà. Mais il faut maintenir, à moins que vous soyez contre. Moi je ne suis pas le plus enthousiaste, parce qu'il se peut qu'il y ait quelques difficultés dans le secteur, mais je suis persuadé que 90% des gens de Volpénil souhaiteraient qu'il y ait un pont pour se rendre directement à la gare. Si on est tous d'accord là-dessus, il faut mettre une intention, et après on voit où il sera situé, mais c'est un travail qui est commencé au niveau de la communauté et qui est loin d'être achevé, comme je vous l'ai dit précédemment. Le pont, la volonté de traduire ce pont par un trait est présent au niveau du schéma directeur de l'Île-de-France. Il n'est pas net parce que là aussi il y a un problème de cartographie, où on ne voit pas bien, mais il est quand même présent. Je rappelle qu'il s'agit d'un document d'orientation, d'intention. Je vous dis, ne vous formalisez pas sur ce qu'a été la conclusion de urbanistes, ne vont pas vous trahir ou traversir ce qu'était leur conclusion, pour dire clairement les choses. Ils n'ont pas l'habitude de corriger, de reprendre la plume quand ça nous arrange ou ça ne nous arrange pas. Ce n'était pas l'esprit et la méthode que Henri avait souhaité avec son service. Mais à nouveau, il se passera beaucoup d'eau avant que ce pont ne sorte de terre. Je rappelle qu'il y a la mise au point de Pierre Carassus. Il y a aussi une condition pour que cela fasse sens, c'est qu'il y a un pont en aval. Voilà. Donc, aujourd'hui, tenter de dessiner son implantation me paraît, voilà, après, notre point de vue est respectable, prématuré, largement prématuré. En revanche, ce qui est notre position, c'est que nous considérons, et nous devrons veiller, certes à son implantation et aux conditions sur les flux qui impacteront notre commune, mais n'oubliez pas aussi que l'essentiel du flux qui traverse notre commune dont nous souffrons aujourd'hui, c'est d'abord le flux qui essaie de rejoindre, alors c'est vertueux quand c'est sur le parc ou l'activité, c'est d'abord celles et ceux qui essaient d'éviter de Melun pour se rendre, on l'a souvent évoqué, la route de Montreux ou gagner le nord pour l'autoroute. Voilà. Et ça, c'est un autre enjeu plus urgent, plus impérieux pour nous, et sur le moyen terme, c'est-à-dire de réguler
et conduire non pas pour reporter chez nos amis de Melun, mais peut-être pour trouver un juste équilibre, pour faire en sorte qu'on se répartisse mieux. De dire aussi que dans cette réflexion générale sur l'aménagement et le franchissement de Seine, qui, point positif, quand même, va considérablement changer la donne pour les pénibauxois si d'aventure il se faisait et permettait de gagner un temps fou, que ce soit à vélo, à bicyclette ou en transport en commun, pour gagner la gare. N'oublions pas que nous ne ferons pas l'économie, et là ce n'est pas seulement un sujet pénibauxois, d'une réflexion plus générale sur la capacité d'améliorer nos transports collectifs et la capacité aussi à créer des lieux de stationnement. Ça vaut pour Bois-le-Roi, ça vaut pour Melun, ça vaut pour Lemay, ça vaut pour la bataille qu'on mène aussi sur Livry. Donc ne nous focalisons pas seulement sur, parce que c'est facile d'ouvrir la boîte à fantasmes en disant on va y avoir un pont, il va falloir quand même trouver les 40 millions d'euros au minimum pour le réaliser. Il faut qu'il y ait une réflexion globale sur la question de la desserte et des transports en commun, notamment de l'accueil du nombre de véhicules de transport. Mais ça aussi, si on devait avoir ce débat, qu'il faut voir en spectre et en perspective. Voilà. D'autres remarques concernant ce débat intéressant? Eh bien écoutez, donc nous prenons enfin acte. Chaque fois que je prononce le mot acte, vous êtes deux. Regardez, je suis désolé. On peut être d'accord avec ce que vous dites, mais à ce compte-là, il ne fallait pas préciser. Mais il me semble, mais maintenant je me trompe peut-être, il me semble que nous avons déclassé ou reclassé la descente de la côte Saint-Gemme, qui a devenu la Libération. Nous l'avons classée en départemental ou pas? Il n'y a pas longtemps. Il y a quelques années. Nous avons déclassé ou reclassé. Je me souviens plus dans quel sens on avait fait, on avait dévié la départementale. C'est une départementale, monsieur. C'est une départementale. Donc nous avons... m'adresse à mes collègues. Côte Saint-Gemme, vous parlez de la côte Saint-Gemme. C'est une route départementale. C'est-à-dire que nous avons fait cette opération il y a à peu près une dizaine d'années, de la classer en départementale. Non. C'est la partie de l'avenue de la Libération pour faire le relais. Ah, quand on a... plus de 10 ans. Oui, c'est quand on a fait la rue de la Batte en temps unique. Oui. Et donc j'avais soulevé à ce moment-là... Vous n'étiez même pas conseiller? Comment? Non, rien. Mais déjà militant. J'ai une bonne mémoire, on peut pas. Non, vous avez dit 10 ans. Alors ça, je suis sûr que vous vous trompez. Je vois quelqu'un dans la salle qui doit s'en rappeler. Non. Allez, va pour 15. En tout cas, j'étais élu. Ah non. J'étais élu. Et à l'époque, j'avais posé la question, justement, j'ai dit, si nous transformons cette côte Saint-Gemme en départementale, est-ce que c'est pour avoir l'idée de poser le 4e pont là? Et on m'avait répondu par la négative. Tout à fait, oui. Tout à fait, Thierry. Mais, comment dirais parce que vous présagiez déjà que le pont sera là. Et écoutez, je pense qu'à l'époque, quand c'est passé en départemental, c'était déjà dans certains esprits. Donc c'est une confirmation de l'époque. Non, mais il y a eu... D'où mon interrogation. Il y a eu à un moment donné, il y a eu des projections, et c'est sûr que jamais ça ne sera accepté par les bâtiments de France. Il n'y a qu'à voir, et heureusement, on est tout à fait d'accord là-dessus, il n'y a qu'à voir, et c'est grâce à Pierre à l'époque qui s'en occupait, parce que moi j'avais pris quelques jours de vacances, quand il y a eu l'aménagement avec Alain Tafour, quand il y a eu l'aménagement de la côte Saint-Gemme par la communauté, là, quand il y a eu la piste cyclable, ils avaient mis un revêtement qui était hideux à un point que c'est pas possible. Ils ont saisi les bâtiments de France, ils ont été obligés de tout refaire et de mettre le revêtement que l'on a aujourd'hui. Donc là, nous on est tout à fait en osmose avec les bâtiments de France et on considère qu'effectivement c'est l'entrée la plus, c'est une entrée très coquette et que l'on entend préserver. Donc je vous remercie d'être d'accord avec nous. Ou l'inverse, si on reprend. Oui, on peut inverser le problème. Monsieur Pratola, est-ce que je peux passer à mon acte? Oui. Promis. Oui. Vous ne prendrez plus le micro. Oui. Madame Delossu, soyez aimable de prendre le micro à monsieur. Donc, est-ce que je peux demander au conseil municipal de prendre acte désormais sur ces orientations en vous remerciant de ce débat très intéressant. Nous passons
à la délibération numéro 22 pour éviter le vote qui concerne, toujours M. Mérillac, une acquisition d'une assiette foncière. Acquisition de l'assiette foncière de l'opération d'aménagement de la Jument Blanche de Clos Saint-Martin. Donc, comme d'habitude, lors de la reprise par la ville des secteurs d'allotissement, il arrive parfois, donc il y a certains secteurs qui soient laissés de côté et que la ville soit amenée à les reprendre pour harmoniser l'ensemble des parcelles. Donc, ce qui vous est demandé d'approuver, c'est l'acquisition à titre gratuite des parcelles dont vous avez le détail et le plan juste devant, des parcelles qui sont propriété de la SNC d'aménagement du Clos Saint-Martin et dont la vente sera reçue par Maître du Mans, les frais étant à la charge de la commune. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Je mets au voie, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? 4 abstentions. Adopté, je vous remercie. Toujours pour monsieur... Je n'ai pas fini ma phrase. Cette fois-ci, j'ai plaisir à donner la parole à monsieur Alain Patroureau concernant des avenants dont nous avions débattu lors du dernier conseil municipal. Oui, merci monsieur le maire. Bon, tout d'abord un petit peu d'historique. Donc la salle de spectacle et de cinéma, La Grange, a ouvert ses portes pour la première fois en avril 1995. Après transformation totale d'un ancien bâtiment qui est à usage agricole. C'était donc la grange de la ferme, où le nom est gardé justement pour cette salle. Donc pas mal d'équipements ont vieilli depuis, sont fatigués. On a rencontré aussi l'existence de dysfonctionnements. Autre chose aussi, l'évolution des normes, qui changent très souvent. Et puis l'exigence des usagers, ce qui est un peu normal, hein, les sièges vieillissent, mais aussi la concurrence de nouvelles salles, comme à Caracénard ou à la Cartonnerie, nous ont conduit à engager, avec l'aide financière de la communauté d'agglomération de la Val-de-Seine, la CAMS, une rénovation ambitieuse devant lui redonner une nouvelle attractivité. Pour ce faire, nous nous sommes attachés le concours d'un maître d'œuvre en vue de prendre en compte l'ensemble des modifications rendues nécessaires. Ce maître d'œuvre a une compétence reconnue dans ce domaine. Un groupe de travail a été constitué, un dossier a été construit sur la base des réflexions de ce groupe de travail, groupe de travail qui associait les élus, des techniciens du spectacle, des techniciens des bâtiments, et bien sûr la gouvernance du maître d'œuvre, et aussi et surtout en intégrant les prescriptions de la commission de sécurité du 16 juin 2011. Les marchés ont été notifiés en conseil municipal du 6 septembre 2012 pour un montant de 431 281,27 € hors taxe, après proposition de la commission d'achat du 27 août 2012. En cours d'opération, nous avons décidé des travaux supplémentaires non prévus dans le marché, mais qui concernaient surtout des aspects sécuritaires. Le respect des normes de sécurité était impératif et ne devait pas faire de réponse technique à l'économie. C'est-à-dire pas question d'empiéter sur la technicité qu'on avait prévue pour faire il employait autre chose. Tout ça a pu être réalisé avec un financement complémentaire de la CAMS de 50 000 €. Ensuite, on a eu les prescriptions du SDIS. Et là, c'est important. Les prescriptions du SDIS du 12 octobre 2012 nous sont arrivées quand même relativement tardivement, hein, de la commission d'accessibilité aussi, alors que les deux avaient été saisis en juillet 2012. Donc cela n'a pas permis de les intégrer dans le dossier de consultation. De ce fait, il en résulte des travaux supplémentaires suivants. En ce qui concerne le lot numéro 1, qui concerne le gros œuvre, on a eu des compléments de prestations sur les portes de sortie SAS du cinéma. Un bloc porte tiercé, accès cinéma et ajout d'une crémole pompier. Tout ça, c'est des travaux de sécurité. Hein.
est obligatoire, sinon on n'aurait pas pu ouvrir la salle. Un sas accès local sous les gradins, qui a concerné des travaux sur le mur et le plancher, une porte coupe-feu avec serrure en titanique et crémone pompier, des cloisons demi-style sous gradin en BA13 anti-feu, chez Frigiflamme. Tout ça c'est très technique, mais enfin bon, ça répond aux normes imposées donc, par le SDIS entre autres, et pour les accessibilités par la commission d'accessibilité. Pour le lot numéro 2, ce qui concernait la plomberie, là ça a été une surprise à laquelle on ne s'attendait pas. Un complément de prestation sur tout ce qui concernait donc, la plomberie, qui concernait en particulier la fourniture et la pose d'un surpresseur incendie avec raccordement et mise en œuvre. Le montant donc, de cette prestation est de 12 277,86 €. Pour le lot 1, je vous précise le montant, je ne l'ai pas dit, de 7 960,23 €. Le troisième point, c'est le lot 5 qui concerne l'électricité. Ce sont des compléments de prestation sur l'éclairage de la scène, les marches et les escaliers. Donc un balisage de chaque côté de l'escalier principal avec des LED de couleur rouge. C'est l'escalier que l'on emprunte pour la sécurité maintenant. L'éclairage de la scène par la dépose des projecteurs encastrés puis mise en place des projecteurs à LED. La mise en place de nez de marche par profilé métallique sur mesure. Le balisage LED de couleur rouge. Pour un montant sur ce lot 5 de 26 593,66 €. Donc le total de ces trois lots s'élève à 46 831,75 € hors taxe. Si l'on tient compte de ce qui a déjà été présenté lors du dernier conseil municipal le 18 décembre, pour lesquels nous avions eu d'autres avenants sur les lots 1, lot 2, lot 3, lot 4 et lot 5, pour aussi, dans certaines mesures, des travaux liés à la sécurité, mais aussi des travaux que nous avons demandés, comme par exemple les rampes, les barres, les mains courantes plutôt, le long de chaque côté des gradins lorsque l'on monte. C'est pas forcément une obligation, mais quel bien-être quand même pour ceux qui viennent à les emprunter. Ça nous a été rapporté par ceux qui sont allés dans cette salle depuis l'ouverture le 6 janvier. Donc, ces lots avaient fait l'objet d'avenants, ces 5 lots, au précédent conseil municipal en décembre, pour un total de 31 801,46 € hors taxe. Ce qui fait que sur la totalité de l'opération, les travaux supplémentaires s'élèvent à 78 633,21 €. Par rapport au marché global, ça représente 18,23% du montant initial. Nous savons très bien, mais nous avons fait ces travaux tous d'accord quand même, pour le confort de tous les utilisateurs. Et nous savons très bien que pour ces différents lots, les pourcentages sont ce qu'ils sont. Pour le lot 1, la maçonnerie, 8,48%. Pour le lot 2, la plomberie, 84%. Pour le lot 3, la peinture, 7,79%. Pour le lot 4, les fauteuils, c'est insignifiant, 0,67%. Pour le lot 5, l'électricité, 65,64%. Alors les pourcentages, ça veut dire, pas toujours pas significatif. Si l'on parle de la plomberie, c'est par rapport à un montant de dépassement de 13 000, pratiquement 14 000 €. Mais si on le rapporte au montant du marché, ça représente 3,24%. Je sais bien qu'on ne va pas faire comme ça. Et ça n'empêche que c'est 3,24%. Pas énorme. Pour l'électricité, même chose. 65% par rapport au marché électrique. Si on le prend par rapport à la globalité du marché, c'est 8,94%. Pour revenir à la plomberie, est-ce qu'il aurait fallu, par exemple, ne pas mettre le surpresseur alors que ça nous est imposé? Le SDIS n'aurait pas donné son accord pour l'ouverture. Ne pas changer les urinoirs, qui étaient dans un piteux état. Mettre les sèche-mains, ne pas en mettre, laisser des sèche-mains avec des torchons, là, comme il y avait, ou alors du papier. Bon, on a choisi de mettre des sèche-mains électriques. L'eau chaude pour le personnel qui vient faire le ménage, et puis pour l'eau sanitaire. Pareil, je crois que c'était quand même un besoin. Donc on peut dire quand même qu'on reste dans des limites acceptables d'augmentation, qui sont financées pour l'essentiel par une recette externe.
la communauté d'agglomération a fortement donc financé ce projet. Les prestations complémentaires demandées aux entreprises font partie de leur métier de base et ont été chiffrées et négociées surtout sous contrôle du maître d'œuvre et des services techniques. J'en veux pour preuve que j'étais à toutes les réunions de chantier et croyez-moi, on se battait dur. Mais enfin, les entreprises ont été très coopératives. Tout ça fait qu'en finale, donc, on arrive à 78 633,21 € d'augmentation par rapport au montant initial. Voilà. Et qui correspondent aux avenants qui vous sont proposés. Je propose qu'on vote sur l'ensemble des 3 avenants. Merci pour cette précision presque janséniste concernant la conclusion du chantier du cinéma. Y a-t-il des questions concernant Monsieur Pratola, vous avez la parole. Que de précautions, d'explications, mais c'est bien. Mais on vous rappelle juste que nous avons eu le regret d'avoir le registre cinéma supprimé. C'était le seul budget qu'on votait. Donc, nous ne pouvons qu'approuver cette partie. Voilà. Non, plus donc c'était. Non, mais je sens le ton très cordial de votre remarque et je veux dire, cette cordialité, nous la devons à Madame de Bossu qui nous a posé une question et comme nous sommes des gentlemen. Ça aurait été vous, il ne l'aurait pas fait. Hein. Madame de Bossu parle peu, mais parle toujours à escient. Et elle avait soulevé, nous l'assumons à juste titre, une question qui pouvait être juridique sur, en effet, les dépassements de nos prévisions. Il y a un seul reproche qu'on pourrait nous faire, et c'est pour ça que j'ai demandé à Alain de bien vouloir, à votre endroit, madame, et l'ensemble du groupe, ça va de soi, prendre soin de répondre point par point, parce que c'est bien la moindre des corrections, et parce que c'est un des plus gros investissements que nous avons consentis. Et on se doit de rendre des comptes et de bien justifier que ce montant qui pouvait sembler un peu enivrant, il correspond au bout de 17 ans d'un équipement public à, j'espère, 17 nouvelles années d'un équipement qui durera, et que l'ensemble des choix qui ont été faits, je vous fais un seul reproche. Et ça nous servira de leçon d'une sous-évaluation de ce que sont désormais les normes de sécurité. Et je rappelle qu'entre le moment où nous lançons l'appel d'offres et le passage du SDIS, je rappelle ici qu'on est probablement la seule commune de l'agglomération où l'ensemble des commissions de sécurité aboutissent sur un rapport positif. J'indique cela, je veux dénoncer quiconque, mais il y aurait beaucoup à dire ailleurs et pas si loin d'ici, nous n'en faisons pas grande publicité. Donc, Alain et Anselme, à juste titre avec ses collègues, ont pris les mesures qui s'imposaient, respecter les règles qui s'imposaient. Et ensuite, donc ça, on aurait vu, nous serons à l'avenir mieux programmer cela. Je rappelle que le cinéma à la fin, il coûte combien à la commune de Volpellier? Sur un investissement de 575 000 €. Il en coûtera 135 000 € à la commune. Voilà. D'accord. Alors j'aurais préféré, je vous le dis, oui, qu'on soit en deçà, c'est vrai, et que le deuxième reproche que je vous fais, là je l'assume complètement, ça a été un élément d'agrément et pas de sécurité. Les 90% sont des éléments de sécurité. Ça a été, je l'avoue, de rajouter un luminaire sous comment on appelle ça, les décrochets, et que vous découvrirez, vous êtes tous conviés, mesdames et messieurs, je vous attends tous pour boire un verre de cidre samedi pour découvrir, parce que je pense que pour certains vous n'avez pas eu le loisir ni le temps d'y aller, mais vous verrez c'est une très belle salle, sobre, et qui vraiment fait l'honneur du cinéma et de Volpellier. Voilà, en tout cas, oui, nous avons pris des précautions, mais c'est surtout à l'anglaise. Voilà, alors, je mets au voix ce rapport. Ah, monsieur Franz, excusez-moi. Vous avez la parole. Oui. Oui, monsieur le maire, juste, il est bien évident que dans l'esprit de personne, si on peut imaginer que vous n'ayez pas souhaité satisfaire les normes de sécurité. Bien évidemment. Néanmoins, quand on voit le marché complémentaire et les travaux supplémentaires, bon, l'usage c'est environ 5 à 7% des travaux initiaux. Donc là on est un peu au-delà. Mais ce qui m'étonne surtout, c'est que les ajouts me semblent être des fondamentaux, c'est-à-dire la base même de ce que sont la réglementation concernant les ERP, établissements recevant du public tel un cinéma.
Alors, je suis extrêmement étonné, mais bon, je répète, enfin, ni vous, ni les services techniques ne peuvent être responsables de cela. Mais je suis étonné néanmoins que des règles de base et fondamentales pour les ERP aient été omises. Et il n'y avait pas besoin d'attendre le SDIS pour savoir quelle était la réglementation en la matière. Il y a eu des changements qui, par exemple, je crois qu'au marché initial, on n'avait pas mis l'entrée là où elle est. Oui, c'est et là, par contre, il y a, au niveau de la sécurité, il y a des normes à respecter, vous avez tout à fait raison. L'entrée, on avait maintenu là où elle était, et puis l'entrée se fait par le bas. Et maintenant, je ne sais pas, vous n'avez peut-être pas eu l'occasion d'y aller encore, maintenant l'entrée se fait par le bas. Et ce qui veut dire que pour les personnes âgées, tout ça, c'est beaucoup plus... c'est beaucoup plus confortable. Et donc ça dans l'appel d'offres, ça ne fait pas. Et il y a forcément un truc, puisque ça fait 2 portes d'entrée aux normes handicapées. Hein, des portes séquentielles. Voilà, 2 portes séquentielles. Voilà, tous les jours, on n'a plus pas dans le bâtiment. Mais j'entends ce que vous dites, elles ne sont pas séquentielles, elles sont tiercées. Je ne suis pas, mais je vous fais confiance. En effet, il y a eu une modification. Elles sont transparentes. Aussi. Et je rappelle que j'entends ce qu'est la législation. Poursuivre, enfin, il y a 2 de nos collègues qui suivent ça de près, je pense à Gilbert et à Michel Gard, qui suivent de près un certain nombre de dossiers. Je peux vous assurer qu'entre les textes et ensuite ce que sont quelquefois les conclusions de ces commissions et du SDIS, il y a quelquefois, je vous assure, il y a un dossier récent dont on parlera un jour qui montre que quelquefois, ce n'est pas un excès de zèle, il y a des obligations qui sont supplémentaires à celles que vous pouvez laisser entendre ou interpréter les textes de base. Voilà. Et c'est en raison, et je le dis ici, voilà, on tirera nous un certain nombre d'enseignements sur les prochains projets. On parlait de l'arcature et des projets que nous nourrissons. Oui, voilà, et bien ça servira à instruire de ce précédent, à anticiper et mieux provisionner ces questions de sécurité. Monsieur Franzi, pardon. Une des réponses, c'est peut-être, dès l'origine du projet, de s'adjoindre les services d'un bureau d'études, voire de contrôle, qui ne délivrera l'autorisation, qui donnera son agrément qu'à partir du moment où toutes les conditions de sécurité sont levées. Le coût du bureau est souvent largement amorti par les travaux supplémentaires qui ne seront pas réalisés. Je pense qu'il y a une manière d'y arriver, c'est soit par ce biais, soit par une association en amont de nos amis du SDIS qui nous demanderont de nous accompagner dans la définition d'un certain nombre de projets. Là, Dieu sait qu'ils sont toujours à l'heure. Là, pour une fois, mais c'était moins grave, ça nous a un tout petit peu coûté, ils ne l'étaient pas. Mais voilà, mais je ne veux pas essayer de les fustiger parce qu'à la fin, c'est nous les responsables de votre service. On est aussi tenu par des délais, on ne voulait pas que les travaux durent trop longtemps. Oui. Démarrer le plus rapidement possible de façon à fermer le cinéma dans sa période de fermeture pour rouvrir le plus tôt possible de façon à ne pas perdre une clientèle habituelle et pénaliser donc ceux qui fréquentaient le cinéma des vitraux. Ok, alors est-ce que à moins qu'il y ait d'autres remarques, je mets au voix, est-ce que je pressens l'unanimité après ce long débat sur la question du cinéma? Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? À l'unanimité, et de vous remercier avec une spéciale dédicace à Madame Bossu. Voilà. Alors, nous passons ensuite toujours M. Tafouro sur la mise à disposition de la place des fêtes à la communauté d'Aglo. Oui, merci M. le maire. Oui, la mise à disposition de la place des fêtes, donc, qui est située sur la gauche. Donc la communauté d'agglomération, dans le cadre de ses compétences et de la programmation d'ensemble sur Volpénil, va réaliser, comme le disait d'ailleurs M. le maire en introduction de ce conseil, va réaliser un bassin permettant de réguler le réseau d'assainissement et d'améliorer substantiellement son fonctionnement. En gros, c'est un bassin d'orage. Cette réalisation sera accompagnée par la commune qui effectuera des aménagements paysagers et des parkings. Les fonctions essentielles de la place des fêtes seront donc non seulement maintenues, mais magnifiées dans le cadre de l'opération de rénovation du centre-ville. Résidence Chemin Vert, Coulée Verte, et tout ce qu'on a eu déjà l'occasion d'évoquer dans le cadre donc, de toute la partie aménagement donc centre-ville.
Les travaux préparatoires devant intervenir, il est nécessaire d'autoriser la communauté à disposer de l'ensemble immobilier de la place des Fêtes et de rendre l'espace disponible en démolissant le pavillon implanté à l'angle des deux rues, imposé par les contraintes techniques. Donc cela a déjà été présenté plusieurs fois, a fait l'objet de plusieurs discussions. Il s'agit de l'ancien poste de police. On aurait voulu effectivement pouvoir le conserver, mais la configuration du site aujourd'hui ne le permet pas pour des raisons techniques. Pourquoi? Parce que l'implantation du bassin, la surface nécessaire, comme vous l'avez sur le plan qui est dans le dossier, montre que on va jusqu'à la pointe du pavillon. À cet endroit-là, il y aura tout un système technique mis en œuvre, construit, mis en œuvre, enfin, pour après la régulation donc de l'eau, qui viendra être recueillie dans ce bassin. Et on ne pouvait pas se rapprocher davantage de la maison des associations d'ici, parce que nous avons une canalisation qui passe tout le long, là, qui traverse donc la place des Fêtes à cet endroit-là, et qui concerne donc le chauffage urbain. Donc là, on était contraint par ça. Et la surface nécessaire, l'emprise nécessaire pour le bassin, faisait qu'on allait donc jusqu'à la pointe. Donc voilà. Donc il vous est proposé d'autoriser la communauté à disposer du terrain de la place des Fêtes et à démolir le pavillon désaffecté afin d'engager les travaux de l'aménagement d'un bassin hydraulique. Merci M. Tafourou. Y a-t-il des questions? M. Franzi, vous avez la parole. La première question, Monsieur le maire, où vont maintenant se réunir les boulistes? Une première. Non, je sens que tu as envie de répondre, mon cher Alain. Juste une première réponse, parce que je pense que la seconde, tu la donneras. La première réponse, c'est que si vous regardez le plan, il y a un petit rectangle rouge là, où figure ce qui pourrait être un petit terrain de bouliste, en face des parkings du cimetière. Ce qui pourrait, parce que pour tout vous dire, et je sais votre intérêt manifeste pour ce grand jeu, c'est que nous sommes en discussion avec le club, puisque nous avons inscrit au budget, d'aucuns le savent, la réalisation sur la Buissonnière d'un très grand terrain qui serait accessible et au club et au Pays Bourgeois avec des marquages, c'est-à-dire là vous avez le premier parking qui est à gauche, il serait sanctuarisé le temps, je dirais, de la pratique de la boule ou de la pétanque, et serait ouvert lorsque de nécessaire, on est en train d'en discuter avec le club, lorsqu'il y a quelques manifestations à la Buissonnière qui nécessitent d'avoir plus de stationnement. Et nous sommes en discussion avec le club qui, à la limite, est très favorable à l'idée de quitter ici cette place, même si ils sont nombreux encore à jouer. Ils disposent aussi d'un local qui était prévu à l'origine de la réalisation de la maison d'association. Il est temps de réaliser ou d'installer un chalet de bois, puisqu'il y a toujours une tradition conviviale de l'avant et de l'après pétanque. Donc la perspective, c'est en effet que la boule se meuve jusqu'à la Buissonnière, mais tout en conservant son attrait naturel. Voilà pour répondre à votre question. Je sens que vous avez une deuxième question, toujours sur le terrain bouliste. Du même jeu. Comme nous aurons un bassin ouvert, l'exemple qu'on a aujourd'hui est celui qui est à côté du restaurant Le Germe Noir. Laissez finir, monsieur Franzi. Juste une question, très objectivement, aujourd'hui, le bassin tel qu'il est paysagé à côté de l'hôtel Le Germe Noir, c'est pas très beau. C'est pas très bon. Alors, est-ce qu'on est... Enfin, j'en doute pas un seul instant, mais je pense que toutes les sécurités ont été prises pour avoir quelque chose qui sera joli, dans la mesure où on est quand même en pleine ville, quoi qu'il en soit. Alors, M. Tafourou, vous avez la parole. J'entendais sur ma gauche comme au 19 mars. Non, pas du tout. Au 19 mars, c'est un bassin enterré. Là, c'est un bassin à ciel ouvert, avec des aménagements paysagers, bien sûr, un système sécuritaire tout autour, qui figure, enfin, on ne le voit pas bien sur le plan, mais tout ce qui est en noir, là, ce sont des murets, je vais dire, pour faire court, et le bassin n'est pas abrupt sur tout son pourtour, c'est une pente douce, dans lequel on pourra aller éventuellement pour
la plupart du temps, puisque... Pardon? Non. Puisque il ne sera pas rempli d'eau, hein. C'est un bassin d'orage. Voilà. Et on pourra vous présenter plus de plans lorsque la communauté nous les aura fournis. Ils nous ont déjà exposé leur projet, et c'est loin d'être celui du premier bassin qui a été effectué à côté du jardin. C'est loin d'être celui-ci. Non mais je rappelle, parce que la question est importante, parce qu'il faut le dire, je le disais sous forme de boutade, oui, le bassin qui est à l'entrée nord de la ville, il est moche. On a tenté, on a échoué, il faut le dire, de végétaliser les grillages, on a échoué, on doit s'y remettre. On a même interpellé à la communauté d'agglomération le président et ses collaborateurs pour savoir si nous pouvions supprimer ces grillages et d'avoir un autre système, plus de petits murets protecteurs. Mais il y a des règles là, qui s'imposent à nous de sécurité. Donc il nous faut relever le défi assez rapidement. C'est pas trop mal, je vois ce qu'on a réussi à faire autour des murs extérieurs du cimetière. Alors il y a quelques trous, c'est pas parfait, mais il y a des aspects qui sont pas mal réussis. Nous devons en effet revégétaliser pour réussir l'esthétique qui entoure ce bassin, alors qui lui par définition est un bassin sauvage abrupt. Là dans le cas d'espèce, c'est quoi le projet? Et ça prendra, il faut le dire, peut-être 2 ans, c'est de réaliser vraiment un parc public végétalisé à telle enseigne que je pense que l'année prochaine, quelle que soit l'équipe qui sera ici, quel que soit celui qui tiendra le micro, il faudra peut-être investir dans des arbres. Il faudra encore améliorer la végétalisation. Donc ici, a priori, toutes les garanties nous sont données sur la sécurisation et à l'épreuve des faits. Si on considère que ça ne l'est pas suffisamment, je pense notamment à la partie dite avec ces murets de pierre qui pourront permettre aux uns aux autres de s'asseoir, si on considère que ce n'est pas suffisamment sécurisé, on prendra les mesures. Voilà, il faut savoir se dire, sur le plan, ça semble pas mal. Je pense qu'on aura à terme dans quelques années un très joli parc, voilà, qui fera le lien avec le cœur de ville, Zormesson, jusqu'ensuite sur le fameux chemin vert. En tout cas, c'est l'ambition que nous nourrissons. Et la bonne nouvelle à travers cette délibération, puisque c'était une négociation, je le dis ici, qu'Alain a menée, et je l'en félicite, c'est que fait pour conserver ce pavillon, c'est impossible, et Alain a obtenu de la communauté que ça soit pris en charge par la communauté. Donc Alain, on lui doit entre 20 et 25 000 euros. C'est ce qu'il a obtenu du président Gaznos, et j'en le remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant cette délibération? Bon, eh bien écoutez, je vous remercie, je la mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? Il y a 4 abstentions. Adoptées. Je vous en remercie. Toujours pour M. Tafouron, notre adhésion 6e, puisque vous représentez M. Gard cette fois-ci. Merci, Monsieur le maire. Oui, c'est l'adhésion de la commune de Cesson au CIESM. Donc, pour qu'une commune puisse adhérer, il faut que l'ensemble des communes déjà adhérentes délibèrent sur ce point. Donc, il vous est demandé d'approuver l'adhésion de la commune de Cesson au CIESM. Le CIESM, c'est le syndicat intercommunal des énergies de Seine-et-Marne. Y a-t-il des questions concernant cette adhésion? Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Eh bien, nous passons maintenant à l'instant de culture. Et je passe la parole à Madame Guyard concernant l'accueil en résidence d'une nouvelle compagnie de théâtre à Volpénil. Nous vous proposons un accueil en résidence d'une compagnie. Nous gardons, je pense tous, un bon souvenir de la compagnie, 3 petits points compagnie en résidence, et nous profitons encore de la dynamique au niveau culturel impulsée par cette compagnie. L'expérience réalisée avec 3 petits points et compagnie d'une résidence artistique a été un atout dans le rayonnement de la ferme des Jeux et dans la vitalité de la politique culturelle de la commune. Enrichir l'offre, valoriser l'espace de diffusion, aller vers de nouveaux publics et installer la culture comme un élément normal et joyeux de la vie. Le partenariat avec cette compagnie, qui a beaucoup apporté, aura à être conservé, mais sous d'autres formes plus modestes, pour permettre un renouvellement d'une présence théâtrale à Volpénil.
d'une façon concomitante, Monsieur le maire rencontrait une compagnie théâtrale de qualité qui se produit sur la scène parisienne et qui a marqué son intérêt pour notre commune. Et je lui proposais la création de cours d'art dramatique dans le cadre du Conservatoire de l'École de musique. Parce qu'à Vulpénil est un lieu où le théâtre a de l'importance. On le voit avec le succès des pièces que l'on présente à la ferme des Jeux et celui du petit théâtre, lieu de création. Donc la compagnie Caractère, en plus de la création et de la diffusion, nous aidera à faire naître et vivre cette école, d'autant plus que ces acteurs sont aussi des professeurs d'art dramatique. Il est donc proposé au conseil municipal de décider d'accueillir en résidence la compagnie Caractère que dirige M. Gérard Gardi et de mandater M. le maire et moi-même, chargés de la culture, pour travailler à la compagnie Caractère, avec la compagnie Caractère et le service culturel de la ville, à élaborer la convention à soumettre au conseil municipal et qui arrêtera les conditions de mise en œuvre de cette résidence. C'est un nouveau concept. C'est une manière de dialoguer. Quand je tousse 2 fois, c'est à toi, et 3 fois, c'est bon. Voilà. Y a-t-il, j'apporterai quelques précisions, des questions ou des remarques concernant cette proposition de l'accueil d'une compagnie en résidence? Monsieur Pratola. Petit point et compagnie va disparaître complètement. Je vous ai dit qu'on gardait. Je vous ai dit au contraire qu'on essayait de garder, certainement pas de la même façon, ils ne sont plus en résidence, mais nous garderons des contacts et ils ont encore une action sur la commune, puisqu'ils ont des ateliers. Monsieur Pratola, je vous en prie. Donc ils vont rester sous la forme que nous avions préconisée, qu'il ne fallait pas de coupe résidente, mais qu'on fasse du coup par coup. Alors en ce qui concerne... non, mais je reviendrai. Comment? Non, c'est pas comme vous avez dit, mais... donc vous préconisez une nouvelle troupe. Alors, compagnie. Après, c'est les troubadours pour les troupes. Non, c'est théâtral. On trouve que vous inversez un petit peu la délibération. Là, vous décidez d'accueillir en résidence la compagnie Caractère que dirige M. Garotti et de mandater M. le maire pour faire la convention. On ne pourrait pas faire la convention, savoir ce qu'ils veulent faire exactement, et après on décide d'accueillir. Enfin, quand on préconise un chèque en blanc. En fait, vous me faites confiance. Comment? Vous me faites confiance. Si c'est en résidence à 24 000 € par an, comme 3 petits points et compagnie, ça va peut-être pas aller. Mais ce n'est pas qu'un chèque, monsieur Pratola. Non, mais je pense que ça serait bien. Et là, c'est pareil. Là, donc au niveau financier, est-ce que on leur devra quelque chose tous les ans ou pas? Et je vous la fais d'une traite. Oui, j'aime bien. Et tout en sachant aussi que cette compagnie est déjà résident dans 2 autres communes. C'est-à-dire qu'ils seraient résidents dans une 3e commune. Non. Ils feront le choix de Volpény. C'est ça le projet. Annule les 2 autres. Absolument. Ce n'est pas dit dans votre délibération. On ne peut pas tout vous dire. Je vais mandater la ministre de la Culture et moi-même pour engager cette discussion, car nous pensons que c'est une opportunité extraordinaire qui nous est offerte. Je veux dire, si Josette le permet, l'idée est presque née. Nous faisons partie, en tout cas je sais qu'il y a un point de désaccord sur l'influence et le travail extraordinaire qu'a fait 3 petits points et compagnie. Mais je respecte qu'un certain nombre d'entre nous soient interrogatifs ou ne goûtent pas assez tard, et ces avis sont respectables. Il y a, et je pense que sous l'influence, il faut le dire ici, d'Hervé Labove en son temps, et puis ensuite, et encore aujourd'hui, de Thierry Bilisco, il y a une identité théâtrale dans cette commune. Voilà. Et j'en veux pour preuve qu'aujourd'hui encore 3 petits points et compagnie accueillent un certain nombre d'amateurs en nombre qui sont assez fidèles. Il y a une touche et une identité qui est autour du théâtre. Et je veux dire que
la compagnie en résidence a été un plus, et de me souvenir du travail de fond qu'ils ont fait autour de la mémoire, qui associait les pays vauxois, reste un grand moment de culture. Voilà. Et la culture, oui, ça a quelquefois un coût. Et demain, et c'était ce qui a présidé aussi à la proposition qui vous est faite, c'est que nous allons nous engager dans la création d'une école d'art dramatique. Le concept à la mode, c'est de parler d'une fabrique du théâtre. Et autour de ce projet, au cœur de la ferme des Jeux, l'idée, c'est de réunir des compagnies pénivauxoises. Je le dis ici, oui. Il s'agit de proposer, d'accueillir en résidence cette compagnie qui deviendrait pénivauxoise. Et attendez bien ce que je dis. Qui deviendrait et qui deviendra pénivauxoise. Elle viendra aux côtés de Trois Petits Pois et compagnie, d'autres compagnies qui sont naissantes et d'autres qui, j'espère, viendront animer et conforter cette identité autour du théâtre au sein de la ferme des Jeux. Il se trouve que je connais Gérald Garouti, garçon que je suis depuis longtemps. J'ai la faiblesse de croire qu'il fera partie dans les 5 ou 10 prochaines années, des grands metteurs en scène, grands scénaristes. Il est déjà aujourd'hui un grand dramaturge. Peu le savent, et ceux qui s'intéressent au théâtre, aujourd'hui, il est par exemple le dramaturge de Schiaretti du Théâtre National Populaire, le fameux TNP de Villeurbanne. Homme de long, homme de grand talent. Certains ont eu la chance, nous en parlerons, de voir récemment un de ces spectacles. Quand je l'ai croisé, il avait souhaité en effet trouver une ville, et on était en concurrence, je le dis ici, il y avait Montreuil, il y avait Aubervilliers, il y avait aussi Ouest. Et je lui ai dit, viens à Volpénil, viens visiter notre ville et intéresse-toi à cette ville. Il a vu la ferme des Jeux, il a rencontré nos collaborateurs, il a rencontré Assemblée Loup, il a eu un coup de cœur. En plus, c'était en chantier, donc il n'a pas vu le meilleur de la grange, et il a dit pourquoi pas, je vois qu'il y a une vraie histoire et une tradition théâtrale. Nous aurons aussi s'installe chez nous, c'est vrai que je vous demande mon dame, c'était la moindre des corrections, voilà, pour débattre ici en conseil municipal. Je pense que nous allons vivre de belles heures du théâtre. Voilà. Et oui, la proposition, c'est qu'ils viennent ici en résidence, non pas 24 000, mais peut-être sur 3 ans, 20 000 € de subvention, avec une compagnie qui s'installe à Volpénil, qui travaille à Volpénil, qui crée à Volpénil, et avec des créations qui, à mon avis, vont être diffusées au-delà du territoire francilien. Et je vous invite vraiment à aller sur le site de cette compagnie pour vous rendre compte de cette qualité et des comédiens qui sont dans sa troupe. Voilà, pour l'essentiel des professionnels. Gérald Garouti est par exemple aujourd'hui le directeur de la formation théâtrale à Sciences Po Paris. C'est un garçon qui est un agrégé de philosophie, voilà, qui a fait le choix du théâtre. Il deviendra pénivauxois. C'est ça en fait la perspective. Et derrière, nous reviendrons parce que Josette avance sur son projet d'école d'art dramatique à Volpénil. S'ils s'engagent à nos côtés, ils s'engageront gracieusement. Dans le cadre, en tout cas il y a les 20 000 € pour ces créations, mais dans le cadre de cette convention, ils nous accompagneront dans la création et l'animation de cette école. C'est ça le projet de l'accueil de la compagnie Caractère. Bien. Je voulais dire quelques mots. C'est pas que je ne fasse pas confiance à Pierre, mais quand il nous a parlé de cette compagnie, bien que je ne sois pas un grand théâtreux, il dit j'aimerais voir un peu qu'est-ce que ça donne. Et il se trouve qu'ils sont actuellement en train de présenter depuis, ça a commencé en décembre je crois, et nous y avons été avec Anselme Malmassari, un spectacle à la salle Gaveau. La salle était complète. Ils ont fait 10 présentations, salle Gaveau. Je pense que vous êtes bien renseignés puisque vous dites qu'ils sont en résidence actuellement sur 2 lieux. Et c'est pour cela que Pierre vous propose d'acter qu'on veut qu'ils viennent ici, parce que si on ne l'acte pas, c'est une réunion pour travailler sur la convention, donc Josette va travailler là-dessus, mais je pense qu'il est bien qu'on acte qu'on veut qu'ils viennent ici. C'est une chance extraordinaire à saisir. Moi, je ne sais pas le devenir de ce metteur en scène et de ce dramaturge, mais ce que je sais, c'est qu'il a un présent. Et il a un présent assez extraordinaire. Moi, je ne pensais pas qu'on aurait l'opportunité d'accueillir quelqu'un qui est capable de remplir à 10 fois la salle Gaveau qui fait 1000 personnes. Donc, c'est une chance extraordinaire pour la ville de Volpénil. Et une fois de plus, on fait mieux qu'avant.
Merci, monsieur le maire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur France, vous avez la parole. C'est pas une question. C'est clair qu'une troupe de théâtre a besoin d'être en résidence parce que ça lui permet d'avoir une scène, une salle. Bon, ce n'est pas le cas pour un poète, un chanteur qui peut travailler chez lui à son bureau. Donc effectivement, je pense qu'à partir du moment où je me suis permis, avec Alain, ça m'a permis de googliser Gérald Garouti, effectivement, j'avais une tendinite dans le bois à force de faire défiler tout ce qui était dithyrambique à son égard. Par contre, je connais votre humour naturel, monsieur le maire, et comme M. Carassou vient de le dire, j'aime beaucoup votre expression sous d'autres formes plus modestes. Alors on a essayé de réfléchir à ce que ça pouvait dire. Modeste financièrement, alors on a essayé de réfléchir, on s'est dit modeste financièrement, compte tenu du pédigré de Gérald Garouti, mettons-le en regard avec ce qui pouvait exister préalablement. Donc voilà. Et puis modeste artistiquement. Je répète, compte tenu à nouveau du pédigré de Gérald Garouti, ça nous pose un peu de questions. Mais on s'est dit que ça devait être de l'humour. Non, mais c'est pour 3 petits points qu'elle a dit qu'il continue à intervenir. De façon plus modeste qu'il a dit. C'était pas ma question, mais c'est votre réponse. Non, mais c'est vraiment l'esprit de ce qu'a dit Josette. Et finalement, ça correspond bien à Gérald Garouti qui reste un garçon qui a les pieds sur terre et qui reste un garçon modeste. Et je pense qu'il peut donner, je le dis ici, et ça fait écho à ce qu'a dit tout à l'heure Jacques Chevillier. À l'heure où nous sommes en réflexion aussi sur les temps extrascolaires, je pense que ce goût du théâtre que la ferme des Jeux tente de donner à nos enfants, je pense qu'avec la présence de cette troupe et de ces professionnels, il y a aussi peut-être une opportunité pour nous, et puis on fera le point dans un an, hein. On a le droit de rompre une convention. Je pense qu'on a une chance, voilà. Et finalement, ce n'est que, voilà, là aussi on sublime, comme dirait l'autre, je dirais ce qui est un peu dans l'ADN culturel de la ville, voilà, de longue date. La place réservée au théâtre et au spectacle. Et vraiment, je pense, pour ceux qui s'intéressent, j'espère que vivement ils pourront voir avec une exclusivité de création. Ça s'inscrit aussi, je le dis ici, sur le fait qu'il y a une réflexion que mène Josette. Rénovation d'une salle qui a coûté beaucoup d'argent, ça signifie aussi qu'elle vive plus. Donc, il y a déjà une programmation du cinéma qui est très forte, avec des séances aussi réservées aux élèves. Il y a entre 13 et 15 spectacles qui sont réservés le reste du temps, la journée. Il faut qu'elle vive, cette salle. Il faut qu'elle accueille des cours, des artistes, que les gamins puissent y jouer, et que demain, ceux qui voudront goûter au théâtre, dire nos jeunes pénibonsois ou intergénération oblige, toutes générations confondues, bah, qu'ils puissent la journée travailler sur scène et pas toujours dans des lieux un peu contraints. C'est ça l'esprit. Ça vaut pour la grange, ça vaut pour le petit théâtre, ça vaut pour la structure. C'est ça l'idée. Et d'avoir des gens qui viendront, qui seront peut-être 8 ou 10 professionnels, voilà, oui, ça coûtera 20 000 €, moins que par le passé, et ils seront éligibles à d'autres concours, j'espère, du Conseil général et de la région pour accompagner ce projet. Monsieur Franzy. Si vous faites moins cher et mieux, vous avez naturellement notre... Ça fera deux vocables désormais. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions? Donc je mets aux voix ce mandat que vous nous confieriez à Josette Briard et moi-même, puisque voilà, vous êtes dès demain, on a une réunion de travail. Nous avions souhaité avec Josette en informer le conseil municipal. Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? Nous avons 4 abstentions. Adoptées, je vous remercie. Enfin, je fais court sur la convention de gestion du fonds documentaire de l'association des Amis de Georges Champrun. Je ne reviens pas, vous vous souvenez, nous avions, la mairie la ville avait adhéré à cette association. Donc, parmi les projets, l'association souhaite nous confier ce qu'elle appelle un fonds documentaire, c'est-à-dire qu'un certain nombre de personnalités de ses membres lui cèdent des livres. Et ils nous ont demandé, et ça nous honore encore, voilà, ce qui prouve que Volpénil a un beau lieu de lecture et de diffusion, en fait, de nous confier, de gérer ce fonds documentaire. C'est l'esprit de cette convention
qui vous a été proposé. Alors, un peu au dernier moment, j'en suis désolé, mais je vous ai rappelé au début que le conseil d'administration a eu lieu lundi soir au sein de l'association. Donc, y a-t-il des questions concernant M. Franzy? Je voudrais qu'on salue le travail de Laurent Bonsan. Oui, vous avez raison, c'est un garçon extraordinaire et il ne compte pas son temps sur son projet. Et nous aurons l'occasion, j'espère, nous y travaillons à quelques-uns, avec Colette, avec Josette, peut-être d'organiser un événement voilà, autour de Georges Champrin et de ceux qui l'ont accompagné dans sa vie artistique, et peut-être avec la compagnie Caractère, vous verrez, et avec l'association qui est notre partenaire. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Juste oui, un point sur la reconfiguration des groupes, qui est un point d'information. Non, mais excusez-moi, je fais comme c'est sur mon programme. Oui, mais avec mon directeur général, il nous arrive de changer l'ordre du jour, mais je vais être bienveillant à l'endroit de mes collègues. Donc, je vous propose d'examiner le vote d'une subvention exceptionnelle. Je le confesse ici, je n'ai pas de nom de rapporteur. Alors, M. Bonne-Massari, puisqu'il s'agit pour une fois de dépenser un peu d'argent, vous avez la parole. Considérant l'intérêt communal de participer financièrement au comité de jumelage qui constitue un acteur déterminant de ces manifestations, dans le cadre du jumelage avec Naval Carnero, décide d'attribuer une subvention exceptionnelle de 3 000 € à l'association du comité de jumelage chargée d'assurer les manifestations prévues dans le cadre du jumelage avec Naval. Alors, est-ce qu'on peut peut-être préciser la destination de cette subvention? Il ne s'agit pas de subventionner des voyages de personnes physiques. Il s'agit en fait pour rendre l'appareil à nos amis espagnols qui étaient venus en nombre nous montrer leurs talents musicaux. Nous ne serons pas en reste. Et l'idée, c'est qu'une partie de l'école de musique, en tout cas une formation de 12 plus 1, c'est ça ou 14 musiciens, puissent représenter la ville, puisque j'en avais parlé ici. Nous irons, puisque nous sommes conviés par nos amis espagnols, nous avons fait une place, ce sera une arène de taureaux au nom de Volpénil. Et donc l'idée, c'est, bien évidemment, demandons à ces jeunes et moins jeunes musiciens de s'y rendre pour jouer et honorer cette ville, c'était de prendre en charge le déplacement et le gîte de ces musiciens. Voilà, c'est l'objet, puisque, voilà, je veux dire, Pierre a beaucoup travaillé pour trouver les billets les moins chers. C'est l'objet de cette subvention, et c'est plus simple, pour être clair, de passer par le comité de jumelage, par l'association, sinon avec les mandats c'est un peu plus long. Voilà pour vous dire la destination de cette subvention. Y a-t-il des questions concernant Naval Carnero? Non. Je mets au voix, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Et donc, dernier point donc, sur la configuration des groupes, nous avons une réunion avec les présidents de groupes suite, excusez-moi, à une interpellation de deux d'entre eux concernant les tribunes, puisque l'un des groupes s'était autodissous et avait rejoint la majorité municipale au terme de l'élection de votre serviteur, et donc j'avais anticipé, et nous avons traduit dans la revue, le fait que là où avant il y avait 4 tribunes qui correspondaient à 4 groupes, je voulais en informer ici le conseil municipal et nous sommes réunis avec le président, il y aurait désormais 3 groupes et donc 3 tribunes dans la revue. Voilà, je voulais juste faire ce point d'information. Mais M. Chalot peut parler de son feu groupe. Non, mais j'ai juste une petite déclaration à faire au nom du groupe. L'ancien groupe. Je n'ai pas besoin normalement de micro. Je n'ai pas besoin de micro, mais je peux bien prendre un micro. Il y a des groupes qui scissionnent pour un temps, peut-être, comme à l'Assemblée nationale, et d'autres qui fusionnent. À Volpénil, en ce qui concerne la politique municipale, nous n'avons pas de divergence fondamentale et plutôt une orientation commune. Ce qui explique l'existence d'un seul groupe de la majorité, ce qui n'empêche pas la liberté de parole. Ça rentrera dans l'histoire. Merci, M. le maire. Écoutez, c'était fort bien écrit, comme souvent, M. Chalot. Vous
ça va, on reconnaît cela. Eh bien, nous en avons terminé avec l'ordre du jour de ce conseil. Merci de votre patience long. Je fais rapidement parce que quand les gens nous écrivent pour nous remercier, je me dois de le dire. Et d'abord, on a reçu un message d'une de nos concitoyennes, je ne vais pas la citer, qui voulait féliciter les services techniques de la ville de Bois-le-Pénible pour leur travail durant le week-end enneigé. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas compté leur énergie et quelquefois leur nuit pour faire en sorte qu'on circule dans les meilleures conditions. Elle n'était pas parfaite dans certains axes, mais les axes principaux, ils étaient dégagés. Et tout comme une directrice d'école qui nous a adressé ce petit message, toujours adressé à, je demande de répercuter à nos services, un grand merci pour le travail de déneigement effectué à l'entrée de l'école ce matin. Bravo, la capitale. Et enfin, un message touchant d'un couple, voilà, là je peux les citer, qui sont Bernard et Daniel Mermet, qui habitaient rue du Lac. Et je suis d'autant plus à l'aise pour le lire, qui disent voilà, le temps de la retraite étant arrivé, et comme depuis prévu depuis longtemps, nous quittons la région parisienne. Et voilà. Nous avons apprécié notre séjour de presque 9 ans à Bois-le-Pénible et nous remercions ainsi que M. Carassus et le conseil municipal pour les améliorations apportées aux conditions de vie de vos administrés et l'embellissement de la ville. Voilà, je voulais vous faire partager parce que ça fait chaud au cœur de temps en temps d'avoir comme ça un témoignage. Eh bien, nous en avons terminé avec l'ordre du jour. Y a-t-il des questions diverses parmi les membres du conseil municipal? Vous avez la parole, monsieur Dumont. J'aurais dû. Décidément, vous avez. Tenez, vous êtes à monsieur Dumont. Ça arrive, il y a un micro qui arrive. Les pannes de micro. Bah, les pannes de micro, je sais ce que c'est. Non, moi, je sais. Voilà. Allez, passez un bon micro à M. Dumont. Celui-là, il fonctionne. Oui, j'aurais dû prendre la parole en fait lors de la délibération numéro 19 concernant le tableau des effectifs. Je ne l'ai pas fait, je le fais maintenant. Il ne vous a pas échappé que je me suis abstenu lors de l'ensemble du vote du budget, pardon, et il aurait été cohérent que je m'abstienne aussi pour cette délibération 19 concernant le tableau des effectifs. J'ai voté pour cette délibération pour deux raisons. Premièrement, parce que les temps sont durs, et ça doit être aussi très dur pour le personnel de la commune, et puis parce que c'était pour moi une question de bon sens. Merci pour cette explication de vote, M. Dumont. Désormais enregistré. Y a-t-il d'autres questions diverses parmi les membres du conseil municipal? Eh bien, je vous remercie. Donc, le conseil municipal est... Je n'arrive jamais à me souvenir de la formule consacrée. Il est terminé. Et comme le veut la tradition, la séance est levée. Je vous promets, à la prochaine fois, je ferai un post-it avec la bonne formule.